Bonjour à tous, donc on se retrouve pour ce troisième épisode de la leçon de géographie sur l'immigration. Alors pour vous rappeler, faire la transition, la dernière fois on avait travaillé sur l'histoire d'Hassan et de son jeune frère diplômé qui quitte effectivement la Syrie qui est en guerre. Et je vous avais demandé de travailler sur ce texte que j'avais mis en fiche jointe, qui nous apporte des informations supplémentaires. Alors là, on va lire le texte ensemble pour être sûr que tout le monde ait bien tout compris. Donc c'est parti. Alors, la route qui mène de l'Afrique du Nord à l'Europe est longue et semée d'embûches, donc c'est-à-dire de difficultés. Pourtant, des flux massifs de migrants l'ont emprunté au cours de l'année 2015 pour rejoindre l'Europe. Mais le voyage coûte cher, il faut de l'argent pour payer les passeurs, le bus, le train, le taxi, acheter des vêtements et des cartes pour recharger les téléphones mobiles, indispensables pour ne pas perdre le contact avec la famille. Or, transporter de grosses sommes en argent liquide n'est pas sans risque. On peut les perdre ou se les faire voler. Les migrants n'ont donc sur eux qu'une partie de leur pécule, ça veut dire une partie de leur argent. Quand l'argent vient à manquer, la famille leur envoie de quoi poursuivre le voyage par transfert d'espèces. La société Western Union est leader sur le marché du transfert de fonds, c'est-à-dire d'envoi d'argent. Une fois arrivés dans leur pays de destination, ils deviennent à leur tour les meilleurs clients de la société de transfert de fonds. Même après l'acceptation de leur demande d'asile, il leur faut souvent des années avant que leur famille ne puisse les rejoindre. Pendant cette période, ils continuent à avoir recours au transfert de fonds. En outre, pour certains, la famille ne les rejoint pas. Les parents, par exemple, préfèrent souvent rester au pays. L'argent envoyé par les jeunes partis en Occident subvient alors à leurs besoins. Il permet de payer les soins médicaux, les frais de scolarité des autres enfants de la famille ou simplement d'assurer leur subsistance, donc leur survie. Selon les chiffres de la Banque mondiale, les envois d'argent ont pour la première fois en 1995 dépassé les sommes versées au titre de l'aide au développement. Alors, dans ce texte, je vous avais posé une première question, à savoir pourquoi les migrants ont-ils besoin d'argent? Donc dans le texte, on pouvait souligner les réponses, on la trouve ici, très rapidement, puisque on a, je vous rappelle, dans la question, dans la réponse, il y a les mêmes mots que j'ai utilisés pour la question. Il faut de l'argent pour payer les passeurs, ça vous l'avez bien compris, à la fois la vidéo avec Mahmoud, Noujoud et Mohamed et avec Hassan, avec le texte sur Hassan. Il faut de l'argent pour payer le bus, il faut de l'argent pour payer le train, le taxi pour se déplacer d'un point à un autre du chemin de migration, pour acheter des vêtements, parce que comme je vous avais dit, effectivement, des fois ils partent avec des vêtements qui sont relativement légers, et je vous rappelle qu'Hassan a parlé que certaines nuits, il faisait extrêmement froid, et donc ils n'étaient pas du tout vêtus pour ces pays-là, et des cartes pour se repérer effectivement, et aussi pour recharger surtout les téléphones mobiles, parce que on aurait pu le voir, j'aurais pu vous montrer d'autres vidéos, par exemple d'un trajet d'une famille, de plusieurs familles même d'ailleurs, qui décident de partir et de faire la route un peu comme Hassan, donc en contournant par l'Europe de l'Est, et régulièrement en fait ils se connectent grâce à Google Maps pour regarder où ils sont, et ils essayent de trouver des routes à travers les forêts par exemple pour ne pas être repérés par les policiers ou les gendarmes, et essayer de passer un peu par les chemins que personne n'emprunte. Ça leur permet aussi, les téléphones, d'avoir un contact avec les passeurs, par exemple, pour savoir où ils se rejoignent, à quelle heure, comment ils s'y prennent, pour avoir des contacts avec d'autres migrants comme eux qui vont leur donner des informations sur les trajets qu'il faut prendre et ceux qu'il faut surtout éviter parce qu'ils peuvent être dangereux. On l'a vu avec Hassan, qu'il y a des criminels, il y a des passeurs qui sont extrêmement violents, qui vont profiter de la situation. Donc ça leur permet d'avoir un certain nombre d'informations quotidiennes pour progresser en fait sur leur chemin, et puis évidemment pouvoir contacter leur famille et leur donner des nouvelles au fur et à mesure, puisque ce trajet est extrêmement long et on l'avait vu, peut durer plusieurs mois, voire au-delà d'un an. Donc ici, effectivement, il faut de l'argent tout le temps au cours de ce voyage, effectivement, et on va voir qu'on ne part pas forcément avec tout l'argent que l'on a mis de côté.
Alors, c'était donc la question 2. Quels risques prennent-ils à transporter de grosses sommes d'argent sur eux et comment font-ils? Donc attention, c'était une question piège parce que dans une seule question, il y avait finalement deux questions. Alors, on pouvait trouver dans le texte la réponse un tout petit peu plus loin. Ils le disent très clairement, transporter de grosses sommes d'argent d'argent liquide n'est pas sans risque. Bah, d'une part, effectivement, on peut perdre cet argent, hein. Des fois, ils évoluent en pleine forêt, il y a énormément de broussailles, on peut s'arrêter à un endroit, évidemment, perdre un sac, voilà, il peut se passer plein de choses, l'argent peut être perdu, mais surtout, ils peuvent se le faire voler. Ça, je vous avais déjà expliqué, en fait, que les passeurs, souvent, par exemple, je vous avais dit, vont cacher leur argent, ils vont découdre une ceinture et ils vont cacher leur argent dans une ceinture, dans une chaussure, dans une chaussette, parce que bah, ils sont régulièrement détroussés par les passeurs, et donc bah, effectivement il faut pouvoir cacher son argent. Puis on ne peut pas le cacher quelque part parce qu'effectivement on ne peut pas le cacher à un endroit précis parce que voilà, on continue à faire son trajet, donc il faut avancer. Alors, du coup, ils ne gardent en fait que de petites sommes d'argent sur eux, hein, une petite partie de leur argent. Et quand ils n'ont plus d'argent et qu'ils arrivent à un point donné, par exemple dans un pays, bah, ils vont appeler leur famille, hein, qui va leur envoyer en fait de l'argent par une banque qui s'appelle la Western Union. Alors cette banque, elle est très particulière parce que vous n'avez pas besoin, en fait, comme dans la plupart des banques, d'aller vous inscrire et puis d'ouvrir un compte en banque en fournissant un certain nombre de papiers officiels. En fait, la Western Union, il n'y a pas besoin d'avoir de compte. N'importe qui, en fait, peut faire un transfert d'argent à une autre personne, quel que soit le pays où vous voulez envoyer cette somme d'argent. Et donc, la Western Union, c'est extrêmement développé. Aujourd'hui, il y a plus de 500 000 agences. Et ce qui est très marrant, c'est que, en fait, les agences de la Western Union sont en grande partie situées sur le trajet des migrations. En fait, on s'est aperçu en quelques années que ces petites banques, en fait, ces petites agences se sont développées un petit peu comme des champignons, et elles ne sont pas situées, elles sont pas situées au hasard, elles sont situées tout le long, en fait, des différents chemins de migration, parce qu'elles ont bien compris l'opportunité, en fait, de s'installer effectivement sur ces trajets. Alors, certes, on n'a pas de compte en banque, mais cette banque prend des frais, hein, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, vous voulez envoyer 100 € à quelqu'un, bah, elle va vous demander par exemple de verser 125 €. Donc la banque va prendre 25 € de frais, elle prend des frais très importants pour pouvoir envoyer de l'argent sans vous demander de créer de compte, etc. Donc c'est une souplesse de fonctionnement, mais il suffit d'une simple carte d'identité en fait quand vous arrivez dans une agence pour recevoir l'argent qui vous a été envoyé. Mais alors du coup, la banque en profite, hein, c'est logique, et donc elle prélève des frais qui sont considérés comme très importants, en tout cas supérieurs à une banque classique. Alors, une fois qu'ils ont obtenu leur demande d'asile, c'était la question 3, donc ils ont obtenu le statut de réfugié politique, donc ils ont des papiers, ils ont une carte légale qui les autorise à rester par exemple 1 an dans le pays. Bah, comment ils vont aider leur famille? Alors, si on lit la suite du texte, effectivement, l'argent en fait va être envoyé en fait dans leur pays de départ. Ça permet aux familles qui sont restées au pays de subvenir à leurs besoins, à l'alimentation, etc. Ça permet de payer des soins médicaux. Il y a quand même, on est dans des pays en guerre, donc il y a souvent des enfants qui peuvent être blessés, etc. Ça permet de payer les frais de scolarité des autres enfants de la famille qui n'ont pas pu partir en Europe, par exemple, et donc de leur permettre de suivre une scolarité à peu près normale, ou tout simplement d'assurer leur subsistance. Ces familles souvent extrêmement pauvres, et donc l'envoi régulier d'argent par ceux qui ont réussi, hein, parce que je rappelle, c'est quand même une petite minorité qui va arriver, vu le parcours qui est semé d'embûches, comme il le dit. Pour ceux qui vont arriver soit à traverser la Méditerranée, soit effectivement à traverser toute l'Europe de l'Est et arriver en Europe, effectivement, ils vont envoyer un petit peu d'argent qui va permettre à la famille restée au pays de pouvoir survivre. Alors, question 4. De quelle autre aide économique bénéficient les pays en guerre et les pays pauvres? Alors ça, on l'apprend à la fin. Effectivement, et je vous en avais parlé en 5e pour ceux qui étaient avec moi, c'est que les pays riches envoient un pourcentage en fait de leur richesse qu'on appelle l'aide publique au développement. Alors on s'était d'ailleurs rendu compte que les sommes étaient énormes, hein, c'est plusieurs millions de dollars, mais qu'en réalité, quel que soit le pays du monde, même le plus généreux, en fait, cette somme qu'ils envoient dépasse à peine les 1% de leur richesse totale.
Et on s'aperçoit donc finalement que l'argent qui est envoyé par comment dire, ceux qui sont arrivés en Europe, hein, les migrants qui ont réussi, bah, ces sommes d'argent qui sont envoyées quotidiennement en fait à leurs familles restées au pays dépassent largement en fait l'aide qui est envoyée par les pays riches depuis 1995. Donc ça représente des sommes colossales d'argent qui vont avoir des effets positifs sur justement ces pays de départ. Alors, je vous mets ici donc la correction, hein, on l'a faite à l'oral, mais je vous laisse le temps de l'écrire ou de corriger ce qui vous manque. Donc je vous conseille de faire pause sur la vidéo pour pouvoir corriger hein, votre fiche. De la même manière, vous pouvez, hein, je le redis, mais surligner dans le texte les passages où on pouvait trouver les réponses. Hein. Prenez cette habitude-là, ça permet de gagner du temps, notamment quand vous serez au brevet l'année prochaine. Alors, je vous remets donc la correction et je vous laisse faire pause pour pouvoir effectivement corriger ce qui vous manque. Alors, dans ce nouveau document, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, il va y avoir différentes routes. En fait, l'air de rien, on en a déjà vu deux principales. Alors, la première, en fait, de ces routes, la plus ancienne, en fait, celle qui a été la plus empruntée, c'est par la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire qu'on partait en fait des pays de l'Afrique de l'Ouest, on partait donc des pays d'Afrique du Nord, Nord-Ouest, et effectivement on essayait donc par des bateaux de traverser, c'est toujours le cas aujourd'hui, vous le voyez, hein, pour gagner l'Espagne, donc des petites îles, et puis après, bah, soit travailler en Espagne, soit remonter vers la France pour gagner généralement l'Angleterre ou l'Allemagne, hein, qui sont les deux pays, l'Angleterre et l'Allemagne, les plus prisés par les migrants. Ce trajet, le problème, c'est que comme c'est un ancien trajet, il est de plus en plus contrôlé, donc vous avez énormément de patrouilles qui circulent dans la Méditerranée pour évidemment arrêter ces bateaux illégaux et mettre un fin donc à cette migration clandestine. Et donc ce passage est bien connu maintenant et donc on prend un risque supplémentaire. Du coup, les migrants vont choisir de prendre d'autres routes. Il y a une deuxième route, effectivement, à partir de l'Afrique toujours du Nord, mais on va essayer cette fois-ci non pas de remonter par l'Espagne, mais on va essayer de remonter vers l'Europe du Nord par l'Italie, la Sicile, et puis on essaye de remonter par l'Italie. Donc là, c'est la voie numéro 2, donc par la Méditerranée orientale, hein, qui veut dire par l'Est. Alors cette voie, elle reste encore très utilisée, hein, notamment par la Libye, hein, il y a beaucoup de passeurs libyens voilà, qui officient dans ce trafic, et elle reste donc très empruntée, mais c'est aussi une route dangereuse parce que la Méditerranée est très contrôlée effectivement par différentes patrouilles. Du coup, alors cette route-là, par exemple, ça correspond finalement à la première vidéo que je vous ai montrée, hein, de complément d'enquête. Mahmoud, par exemple, il est passé par là, hein, il est passé par ce trajet numéro 2, puisqu'il est passé de la Syrie à l'Égypte, et puis de l'Égypte, il a essayé de gagner effectivement l'Italie. Troisième trajet, qui est de plus en plus emprunté, c'est que, et effectivement c'est aussi le plus long, c'est que les migrants vont essayer non pas de traverser la Méditerranée, déjà on a compris qu'il y avait quasiment 9 bateaux sur 10 qui coulaient dans la Méditerranée, hein, qui n'arrivaient pas à bon port, donc il y a énormément de morts, c'est extrêmement dangereux. Donc en fait, certains font le choix de faire certes un trajet qui va être beaucoup plus long parce qu'ils vont faire tout le tour en fait par l'Europe de l'Est, pour remonter ensuite par la route des Balkans, donc l'Europe centrale, et gagner l'Allemagne ou l'Angleterre. Ça, c'est ce qu'on a vu avec l'histoire de Hassan et son jeune frère. Donc ça, ce trajet va être beaucoup plus long, en fait, hein. Il va prendre au minimum 1 an, et on voit que c'est la nouvelle route qui est la plus prisée par les migrants, parce qu'elle est moins contrôlée, parce que c'est plus facile de se cacher. Voilà, donc il y a 3 routes principales, hein, si on récapitule, par la Méditerranée occidentale, par la Méditerranée orientale, et celle qui s'impose maintenant, qui est par la route des Balkans, donc par l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Alors, face au développement en fait croissant des guerres au Moyen-Orient, hein, je vais revenir en arrière, excusez-moi, donc guerre au Moyen-Orient, on l'a vu en Syrie, en Palestine, et aussi on pourrait parler de l'Afghanistan et d'autres pays encore.
Eh bien, dans certains pays aussi d'Afrique, hein, par exemple en Érythrée et au Nigeria, les demandeurs d'asile sont de plus en plus nombreux à fuir leur pays pour sauver leur vie. Et effectivement, essayer d'obtenir l'asile dans ces pays d'accueil et obtenir ce qu'on appelle le statut de réfugié politique. Alors ce statut, il existe en fait depuis 1951 dans la Convention de Genève. Alors si je vous ai mis une photo hein, du moment où avait été signée cette convention, elle a quand même été signée par 145 États hein, à l'heure d'aujourd'hui, et son principe en fait elle va énoncer clairement le statut de réfugié, hein, c'est-à-dire qu'un réfugié ne devrait pas être envoyé dans un pays où sa vie ou sa liberté sont gravement menacées. Donc en fait c'est considéré comme une règle internationale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des pays du monde doivent la respecter puisqu'ils ont ratifié cette convention de Genève. Et puis cette convention, cet article hein, sur le statut des réfugiés politiques, de la même manière a été repris dans la résolution numéro 429 de l'Organisation des Nations Unies. Et comme la plupart des pays aussi appartiennent à l'Organisation des Nations Unies, ils sont d'autant plus obligés de la respecter. Le problème, c'est que devant l'arrivée massive en fait, de ces réfugiés politiques, on le voit bien aujourd'hui, hein, on en parle beaucoup dans les débats politiques, on en parle beaucoup à l'Union européenne, les États se retrouvent en fait dépassés et les populations en fait d'Europe, hein, de l'Ouest, rejettent de plus en plus ces populations qui viennent d'Europe de l'Est ou d'Afrique ou du Moyen-Orient parce que y a une crise économique en Europe et donc ça accroît les tensions sociales en fait entre les Européens de l'Ouest et les Européens de l'Est par exemple, entre l'Europe de l'Ouest et ces migrants qui affluent en Europe. Et on le voit notamment à travers la montée des partis d'extrême droite, hein, maintenant hein, par exemple du Front National qui s'appelle maintenant le Rassemblement National. Je vous rappelle par exemple qu'en 2017, hein, Marine Le Pen avait fait 36% aux élections présidentielles au second tour. Hein. Donc il y a vraiment une montée de ce qu'on appelle de la xénophobie, hein, c'est-à-dire du rejet hein, des étrangers, du racisme, parce que l'Europe estime qu'elle n'a pas à accueillir tous ces migrants, en tout cas qu'elle ne le peut pas. Hein. Il y a des slogans, par exemple, on connaît, hein, je vous rappelle un des slogans du FN, la France aux Français, ça veut dire qu'en gros, par exemple, effectivement, on n'a pas de travail pour les autres, hein, c'est d'abord effectivement le travail pour nous. Et pourtant, et c'est là où je veux insister, si j'avais été en classe, j'aurais passé plus de temps, mais il faut absolument que vous vous rappeliez que nous, on a été exactement dans la même situation lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, puisque, je vais vous montrer des photos, lors par exemple de la Seconde Guerre mondiale, on a été plus de 60 millions d'Européens à fuir, hein, parce qu'on était envahis par l'Allemagne nazie. Et effectivement, on s'est enfui, on a essayé de se réfugier dans les pays voisins, et ça nous paraissait normal, et ces pays nous ont accueillis dans le cadre de la guerre. Donc ça, on l'a oublié, hein, parce qu'en fait, on s'est retrouvé exactement dans la même situation que ne le sont aujourd'hui ces migrants qui quittent des pays en guerre, comme on l'a vu avec la guerre israélo-palestinienne avec Mamoun, comme on l'a vu avec Hassan qui essaye avec son jeune frère de quitter la Syrie qui est aussi en guerre. Donc on a connu exactement la même chose, sauf que nous à l'époque effectivement on a été accueillis par ces pays de la même manière. Alors, je vous montre une première photo, hein, c'est pour vous montrer un petit peu quand même. Par exemple, voilà, en 1er 1945, là, en Allemagne, on voit des habitants qui traversent donc un pont qui a été détruit hein, par l'armée allemande et qui essayent d'échapper aux troupes soviétiques. Donc effectivement, on voit hein, des gens exactement pareils comme on l'a vu au début de la leçon, qui transportent tout ce qu'ils peuvent sur leurs épaules pour s'enfuir vers un autre pays. Ici, en 1940, hein, vous avez un groupe de réfugiés qui fuit Paris parce que les troupes allemandes sont en train d'arriver et donc elles fuient vers le sud de la France. Alors ces images, elles ont été recolorisées, c'est pour ça ça peut vous surprendre, hein, parce que c'est des images au départ qui étaient en noir et blanc et qui ont été repeintes, les pellicules photos ont été repeintes aux couleurs des vêtements de l'époque. Donc j'insiste, mais effectivement, nous aussi, effectivement, on a pu être réfugiés, on a été accueillis par des pays et on trouvait ça normal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une montée des tensions face à l'arrivée de ces migrants qui viennent de pays en guerre ou de pays très pauvres. Alors, les conséquences, elles sont aussi négatives, il ne faut pas l'oublier, sur le pays de départ. Parce que par exemple, quand on l'a vu, comme on l'a vu, hein, ce sont beaucoup de migrants qui sont diplômés. Hein. Par exemple, on l'a vu avec Hassan,
son jeune frère, hein, qui ont fait des études d'ingénieur, de droit. On l'a vu avec Mohamed qui est avocat et Nojoud qui sont médecins. Donc ce sont des gens diplômés qui quittent leur pays. Et donc si en fait les gens qui sont diplômés quittent leur pays, ça va être d'autant plus difficile en fait de développer économiquement leur pays. Et donc ça risque d'accroître la misère dans leur pays. Et en fait, on a utilisé une expression pour qualifier ce phénomène. On parle de brain drain, c'est-à-dire en fait, c'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Alors brain, ça veut dire en fait, brain, ça veut dire cerveau, pardon, et drain, en fait, c'est l'idée de tirer. Hein, donc, on a en fait une fuite des cerveaux, c'est-à-dire une fuite des gens diplômés des pays pauvres et en guerre vers des pays riches. Et donc ça, effectivement, ça peut ralentir le développement économique de ces PMA ou de ces PVD. Hein. Et pourtant, les conséquences, elles peuvent être aussi positives pour les pays d'accueil comme pour les pays de départ. Si on réfléchit en fait un tout petit peu avec les informations qu'on a déjà vues ensemble. Quand ces migrants envoient de l'argent à leur famille qui est restée au pays, de la même manière, on s'est aperçu que cet argent qui dépasse l'aide publique au développement des États riches, cet argent qui est envoyé représente des sommes colossales. Et ça a permis en fait de faire augmenter le PIB de ces pays. Donc ça accroît la fortune, ça accroît le développement économique de ces pays. Et il ne faut pas l'oublier que ça sauve aussi des familles entières de la misère. Ça permet, on l'a vu, de développer l'enseignement, qui leur permettra par la suite aussi de se développer. Donc ça a des conséquences positives pour le pays de départ, le pays qui est en guerre par exemple. Et pour les pays d'accueil, par exemple l'Allemagne, l'Angleterre ou la France, il faut aussi rappeler que tous ces migrants qui arrivent constituent une main-d'œuvre qui est bon marché. Et que donc on va pouvoir effectivement les faire travailler souvent dans des conditions qui ne respectent pas toujours toutes les clauses des contrats de travail. On les fait travailler donc bien plus longtemps, on ne les paye pas forcément très cher. Et donc toute cette main-d'œuvre en fait est aussi très précieuse pour les pays européens. On voit bien d'ailleurs, je vais vous citer un pays, c'est l'Allemagne avec Merkel, qui a ouvert largement ses frontières à l'arrivée de ces migrants, notamment syriens dernièrement. Pourquoi? Parce que effectivement, elle a bien compris que pour doper son économie, et puis aussi pour rajeunir sa population, on l'avait vu en 5e, l'Allemagne qui est un pays qui souffre effectivement d'un vieillissement de sa population, et en accueillant des migrants, elle a réglé deux problèmes. Elle a rajeuni sa population, elle a arrêté le vieillissement de sa population, et puis ça a permis aussi de développer économiquement le pays. Donc finalement, les migrants sont une source de revenus qu'utilisent les pays riches. C'est une affaire très rentable tout ça. C'est pas un hasard aussi si, comme par hasard, le pays le plus riche en Europe, c'est l'Allemagne. Pourquoi? C'est aussi le pays qui accueille le plus en fait de migrants en Europe. Contrairement à ce que vous pensez, pour certains, je sais que vous me l'auriez dit en classe, que c'est en France qu'ils arrivent tous et que nous sommes envahis de migrants. Ça, c'est pas une réalité. Les pays qui sont prisés par les migrants sont l'Angleterre et l'Allemagne. Le premier pays de très loin qui accueille le plus de migrants, c'est l'Allemagne. Et encore une fois, je vous le dis, c'est pas un hasard, c'est le premier pays développé économiquement. Donc quelque part, ça stimule son économie, l'immigration. Je pourrais vous prendre un autre exemple. L'un des plus grands pays aussi de migration sont les États-Unis. Or, les États-Unis, pas de hasard, c'est la première puissance économique mondiale. Donc il y a véritablement un lien entre les migrations et le développement économique des pays. Alors, je vais vous donner une mission à faire, à savoir que vous allez avoir un schéma que je vais vous mettre en pièces jointes, dans lequel on va retrouver à peu près toutes les informations dont on a parlé. Alors, je vous montre le schéma. Donc ce schéma, et vous allez devoir, donc là je vous ai mis en fait toutes les réponses, on a parlé par exemple d'un certain nombre de choses, c'est ces informations qu'il va falloir replacer ces informations qu'il va falloir en fait replacer dans les cases, ici, donc à vous de retrouver en fait le fonctionnement de ce schéma. Alors qu'est-ce qu'il faut replacer? Il faudra mettre à un endroit par exemple, scolarisation des filles, donc à quel moment on le met? On voit majorité de migrants diplômés fuyant la guerre et la misère. Augmentation du PIB, ça veut dire augmentation des richesses et dynamisme démographique, c'est-à-dire par exemple, je vous en ai parlé à l'instant, l'arrivée de migrants permet de rajeunir la population du pays d'accueil. Difficulté d'intégration, la xénophobie, c'est le rejet des étrangers. Traversée difficile et dangereuse, accidents, morts, mauvais traitements, coûts financiers, ça coûte très cher.
Exploitation de la main-d'œuvre bon marché. Hein, les migrants sont une main-d'œuvre qu'on va pouvoir faire travailler effectivement de manière précaire. On peut envoyer de l'argent vers les familles restées au pays. Autre information, on peut acheter ou construire des maisons grâce à l'argent, par exemple, qui a été envoyé. Autre information encore, la diversité culturelle, ici, c'est-à-dire que aussi, c'est une chance, quelque part, puisque l'arrivée de migrants permet aussi d'avoir une diversité de population dans un pays, et c'est toujours plus intéressant. La fuite des cerveaux, donc c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire la fuite des gens qui sont diplômés, qui ralentit le développement économique des pays en voie de développement ou des pays les moins avancés, qui sont les pays les plus pauvres. Et puis, précarité sociale et économique. Donc, à chaque fois, vous avez une information, vous n'avez pas besoin de trouver les informations, je vous les donne déjà, mais l'idée, c'est de reconstituer la logique, parce que ça va nous servir de cours. Donc, par exemple, pour bien que vous compreniez dans quel sens fonctionne ce schéma, parce que je sais que chaque année c'est un petit peu difficile, et puis c'est aussi difficile de passer en fait de l'analyse de vidéos et de textes, et de transformer en fait nos connaissances sous la forme d'un schéma. Donc, si je lis ce schéma avec vous pour vous aider au départ, on part, j'ai repris les pays de départ qu'on a étudiés. Par exemple, j'ai mis la Palestine pour Nojoud, Mahmoud, Mohamed, et j'ai pris la Syrie pour Hassan et son jeune frère. Donc au départ, on part d'ici, on part du pays qui est en guerre, et ici, il faut trouver une première information. Alors je vous aide, ici je vous demande en fait de trouver qui part, quels sont les types de migrants qui partent, d'accord ? Ensuite, on s'est aperçu, par exemple, dans le cas de Mamoun, qu'il était passé par l'Égypte et la Tunisie. Donc ça, c'est un pays de transit. Ce n'est pas le pays où on veut s'installer, c'est le pays par lequel on passe pour essayer de gagner l'Europe. Ici, cette case parle en fait de la traversée, puisqu'on n'est pas encore arrivé de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple. D'accord ? Donc soit on y accède par la route de la Méditerranée, route orientale ou occidentale, soit on y accède comme Hassan et son frère par la route des Balkans. Donc là, c'est une case qui doit parler, a priori, il faut que vous trouviez une information en rapport avec le voyage. Une fois qu'on est arrivé en Espagne, en Italie ou à Malte, par exemple, Mamoun se retrouve dans un centre de détention à Malte. On va essayer de gagner 3 pays principalement, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède. Je ne vous l'avais pas dit, mais c'est aussi un pays très, très demandé. Et quand on arrive dans ce pays, il y a des conséquences qui vont être positives pour ce pays, conséquences positives de l'arrivée des migrants dans ces pays-là, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède, mais il y a aussi des conséquences négatives pour ce pays. Donc je vous demande de trouver quelles sont les conséquences positives et quelles sont les conséquences négatives pour ces pays d'arrivée, ces pays d'accueil des migrants. Ensuite, évidemment, alors là je vous aide un petit peu, ces migrants qui sont installés et qui travaillent dans ces pays d'accueil vont envoyer, vous vous doutez, quelque chose de nouveau vers les pays dont ils sont partis. Et vous l'avez compris, en fait, ils vont envoyer de l'argent, là je vous aide un peu pour cette case-là, et cet envoi d'argent va avoir des conséquences positives sur le pays qui est en guerre, le pays dont ils sont partis, que ce soit par exemple la Palestine ou la Syrie, mais ça a aussi des conséquences négatives que ces migrants soient partis. Donc, si je récapitule, le schéma fonctionne comme une boucle. On part du pays de départ, on continue, on suit, on voyage, on arrive dans des pays étapes, et puis on atteint le pays qu'on avait visé. Il y a des conséquences positives et négatives dans ces pays d'accueil, et puis on envoie quelque chose, et de nouveau, on voit et on montre que ça a aussi des conséquences positives et négatives sur le pays de départ. C'est pour ça que j'ai fait toucher les 2 cases avec le pays de départ. Donc, je vous remets en fait les informations, et je vous demande donc de compléter en fait le schéma au crayon de papier, comme ça, si c'est faux, c'est pas grave, on corrigera demain, d'accord ? Et ce schéma en fait nous permettra en fait de compléter notre trace écrite, c'est-à-dire notre grand 1, puisqu'on n'écrira rien dans le grand 1, en fait le schéma constituera en fait un petit résumé de tout ce qu'on a étudié. Donc pour aujourd'hui, je vous laisse ici faire le travail, ça fait partie de l'heure de cours, c'est pas du travail supplémentaire, c'est ce qu'on aurait fait en classe, et on corrigera demain donc les réponses. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Il nous restera en fait une seule heure de cours sur cette leçon, donc il y aura un épisode 4 et on arrivera très certainement à la fin de la leçon la prochaine fois. Bon après-midi à tous et bon courage. Décidément, je me